Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de ce numéro, le Kenya, vivier de talent pour les géants de la tech. Les jeunes diplômés de la Startup Nation africaine sont courtisés par les GAFAM. Nairobi a même rendu le codage obligatoire pour les élèves dès l'école primaire. Des plats traditionnels et faciles à réaliser en famille, c'est la recette du succès pour Nyankouk, le TikToker qui fait chanter les cuisines d'Afrique. Il est notre invité. L'Africube à la conquête du marché des bouillons de cuisine dominé par les multinationales. Un entrepreneur togolais entend bien imposer son bouillon fabriqué localement avec des produits sains et sans arômes artificiels ni colorants. Nairobi, désormais surnommée la Silicon Savannah, attire les géants mondiaux du numérique. Ils viennent y recruter informaticiens et spécialistes de la tech. Le gouvernement a imposé l'apprentissage des bases du codage informatique pour les enfants dès l'école primaire. Un pari réussi. Reportage de Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Kylian Lebouquin. Dans le bidonville de Kibera, depuis quelques mois, les élèves de cette école primaire se pressent pour aller en cours avec un précieux outil sous le bras. Pour les grands ordinateurs comme celui-ci, mettez-vous par dos. Ils ont à peine 12 ans, mais apprennent déjà à programmer sur ordinateur comme des grands. L'objectif du jour, créer un dessin animé. Aujourd'hui, on continue le cours en utilisant un animal comme élément graphique. Leur professeur est ingénieur en informatique. Ok, voyons voir si ça marche bien. Elle enseigne ici bénévolement, 2 fois par semaine. Nous leur apprenons à coder car le monde se transforme de plus en plus vers le digital. Donc s'ils apprennent ces compétences dès le plus jeune âge, ça leur donne une vraie chance de réussir dans la vie. Le code, ça va être leur avenir. Un avenir dont rêve déjà la petite Joanne, meilleure élève de sa classe. J'adorerais avoir un métier où je peux créer des dessins animés, des histoires et des jeux. Les cours de codage informatique comme celui-ci sont désormais obligatoires dans tout le pays dès l'école primaire. Une initiative unique en son genre voulue par le gouvernement kényan pour former toute une génération. À l'image de Ronise, la professeure, qui elle aussi venait de ce bidonville. Mais grâce à ses connaissances en informatique, la jeune femme de 28 ans est parvenue à s'offrir une nouvelle vie, loin d'ici. Un exemple de réussite. Aujourd'hui, j'habite dans un bel appartement. Je suis vraiment fière de moi, de tout le chemin parcouru. Et Ronise est loin d'être la seule fierté du pays. Il serait plus d'1 million à travailler aujourd'hui dans le secteur du numérique, en particulier dans la capitale Nairobi. Elle-même surnommée aujourd'hui la Silicon Savannah, à l'image de la vallée californienne. Ici, tout le monde est très connecté. Et les espaces de coworking tendance fleurissent à chaque coin de rue. Voilà où on travaille tous, c'est un super espace pour bosser. Si vous cherchez les geeks qui font bouger les choses, on est tous ici. Les jeunes Kenyans sont aujourd'hui très demandés dans le monde entier. Michael Onyango a lui créé une organisation qui met en relation ses ingénieurs et les entreprises. Là, on a 11 Kenyans, des spécialistes du code qui vont s'envoler pour la Suède. C'est une super opportunité et ça prouve qu'on a ici parmi les meilleurs talents du monde. L'engouement pour les ingénieurs kenyans est tel que les plus grandes entreprises du secteur se sont désormais installées à Nairobi. Google et Microsoft, par exemple. Un développement du numérique qui dope aujourd'hui la croissance du pays jusque dans des secteurs complètement inattendus, comme ici l'élevage. Ces 2 jeunes femmes sont les créatrices d'une application qui a changé la vie de cet éleveur de vaches laitières. Digico permet aux éleveurs d'augmenter leur productivité. Avec ce système, ils ont la possibilité de digitaliser leurs données et l'application les analyse ensuite pour eux. Si je veux avoir les informations sur mes 3 vaches, j'ai juste à cliquer ici. Et là, j'ai accès à tout. En apprenant à mieux nourrir ses vaches et en limitant ses dépenses, l'éleveur a ainsi pu obtenir des résultats très concrets. Avant, chacune de mes vaches produisait entre 10 et 12 litres de lait. Mais maintenant, je suis passé à près de 20 litres par jour.
Aujourd'hui, plus de 60 000 éleveurs comme Stephen utilisent cette application. Le marché des nouvelles technologies est en plein boom. Le gouvernement kényan prévoit d'y investir près de 500 millions d'euros cette année. Mafé, yassa aux boulettes de viande, garba, poulet sauce coco ou encore bonava de Mauritanie. Ces plats font partie des recettes partagées par Cher Nyang, alias Nyang Cook sur les réseaux sociaux, l'un des tiktokers culinaires les plus suivis. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour Valéane. Vous êtes un amoureux des cuisines d'Afrique et votre profil TikTok a explosé pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19 lorsque vous avez commencé à poster des vidéos. Exactement, ça a explosé pendant la période Covid. Voilà, j'ai commencé à mettre mes vidéos sur les réseaux sociaux et je pense que c'est le manque de visibilité de la cuisine africaine sur les réseaux sociaux et qui fait que je suis tombé au bon moment. Ça a pris. Quelle est votre recette la plus populaire d'ailleurs ? La recette la plus populaire sur mes réseaux sociaux, c'est le mafé. Alors, on va regarder votre vidéo TikTok pour voir à quoi ça ressemble. Tu prends carottes, manioc, tu peux prendre aussi patates douces ou patates comme tu veux. Tu le rajoutes à l'intérieur et derrière, tu vas venir mettre aussi de la pâte d'arachide. Du bon mafé comme au pays. Quand ça c'est fait, tu laisses bouillir, tu rajoutes feuilles de laurier et le piment, tu réassaisonnes, 40 minutes de cuisson à feu moyen. Tu sors tes légumes, n'oublie pas le piment, 10 minutes à feu très doux. Dès que l'huile remonte, c'est prêt avec du riz. Enjoy la famille. Voilà pour un aperçu, ça donne faim. Ça donne faim. Alors, vous avez aussi publié ce très beau livre, votre premier livre qui s'appelle Cuisine d'Afrique et d'ailleurs aux éditions Solar. Oui. Quelles sont quelques-unes de vos recettes incontournables ? Je pense que dans les recettes incontournables, il y a bien sûr le mafé qu'on vient de voir juste à côté. Il y a aussi le yassa, voilà, avec de la viande, du exactement, poulet. de la viande, du poulet, voilà, on peut l'amener à tous les sauces. Et il y a aussi le yassa comme au Sénégal, mais il y a aussi toutes les petites recettes d'Afrique, comme d'Afrique centrale, comme le madessou du Congo, quoi, par exemple. Et vous, quel est votre préféré personnellement ? Préféré personnellement, moi j'aime beaucoup le yassa du Sénégal. Je trouve que plein de saveurs, donc en étant moi-même sénégalais, je penche sur ça. Et quelles sont vos inspirations ? Je crois que votre maman vous a beaucoup inspiré. Oui, ma maman, elle m'a beaucoup inspiré dans cette cuisine-là, la cuisine de partage, toujours comme elle disait. Donc c'est pour ça vraiment que je me suis mis à partager mes recettes sur les réseaux sociaux parce que ma maman me donnait et j'avais envie de transmettre aussi. C'est toujours aussi des plats à partager en famille avec beaucoup de convivialité. C'est ce qui fait la base un petit peu de la cuisine africaine. Tout le monde autour du plat, on se partage, on goûte ensemble et ce qui fait un petit peu cette beauté-là de cette cuisine. La cuisine, c'est une histoire de famille pour vous. Exactement. Pour moi, il n'y a pas cuisine sans amour et vraiment quand on cuisine, c'est pour donner de l'amour et quand on sert le plat, c'est pour que toute la famille puisse se régaler avec amour du coup. Vous avez aussi un chapitre qui est dédié aux plus pressés, avec des recettes à préparer en quelques minutes, par exemple frites de manioc à loco. Exactement. On a voulu un petit peu, et je voulais aussi mettre un petit peu cet accent sur les saveurs d'Afrique en 30 minutes, parce que en étant dans un pays européen, le temps on l'a pas pour cuisiner dans les saveurs d'Afrique. Donc le fait vraiment d'aller dans cette idée-là de 30 minutes par recette était intéressant aussi. Vous avez quoi comme recette, par exemple, à préparer rapidement ? On va dire les recettes les plus sympas. On va aller sur le garba, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui est quelque chose d'assez rapide à faire, voilà, qui est sympa à partager. Je le disais, vous avez rencontré le succès grâce à TikTok. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un tremplin pour exprimer ses talents ? Je pense que depuis l'apparition du Covid et du réseau social TikTok, c'est vraiment un tremplin pour plusieurs domaines, que ce soit la cuisine ou d'autres domaines, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi partager un petit peu tout ce qu'on a sous la main, quoi. Et vous avez d'autres projets culinaires ? Les projets culinaires, bien sûr, j'en ai beaucoup, hein. Le plus fou, on va dire, c'est d'ouvrir un restaurant, un street food. Mais bon, on y travaille encore. Mais bon, il y a aussi d'autres recettes, d'autres idées aussi à côté, comme peut-être un deuxième livre, pourquoi pas, un peu plus tard. On aura hâte de le découvrir. Merci, Cher Nyang, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, avec plaisir. Au Togo, une coopérative de femmes à l'origine du succès d'un bouillon de cube. Elle fabrique l'ingrédient principal de l'Africube, de la moutarde de Néré. Ce bouillon 100% naturel et sans colorant a été lancé par un jeune entrepreneur, Aïté Ajavon. Nos correspondants Emmanuel Sodji et Raphaël Talé sont allés à sa rencontre.
Après une vie dense en France et aux États-Unis, Haïti El Javon s'est fixé un nouveau challenge. Fabriquer un bouillon cube équitable et bio. En 2022, le franco-togolais a vendu près de 4 millions de sticks au Togo et dans la sous-région. La noix de muscade, le poivre noir, le gingembre, ce sont des produits qu'on exporte de manière brute, qui sont très recherchés et on ne les transforme pas. Je me suis dit, ok, on va utiliser toutes ces épices, on va en faire un bouillon, on va le mettre dans un packaging attractif, adapté. Le secret de cet exhausteur de goût est niché à environ 300 km de la capitale togolaise, dans la commune d'Algengré. C'est ici qu'un groupement de femmes fabrique la base du bouillon avec ses graines de néré, une moutarde traditionnelle que l'on appelle afiti au Togo, Netetou au Sénégal ou Soumbala en Côte d'Ivoire et au Burkina. C'est vraiment elle le cœur de Africube, parce que sans la moutarde de néré, Africube ne va pas exister. Ce savoir-faire de la fabrication de ce condiment de base, transmis de génération en génération, a amélioré les conditions de vie de ces femmes depuis qu'elles livrent à Lomé près de 60 kilos par semaine. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a aidé pour les enfants à l'école, pour la santé, pour le loyer aussi. Je donne ça. Ce jour-là, à Lomé, pour la première fois, la présidente de la coopérative suit la fabrication du bouillon cube avant sa commercialisation. Je suis très contente qu'Africube traverse les frontières. Plus Africube ira de l'avant et plus nous gagnerons notre vie. Maintenant, on doit vraiment s'industrialiser pour baisser nos coûts de production avec l'achat de matières premières en gros et surtout aussi avoir l'équipement pour être plus productif. Africube détient actuellement moins de 1% de part de marché sur environ 60 milliards de cubes vendus en Afrique chaque année. Jusqu'à présent, les Suisses, les Sud-Africains et les Chinois restent leaders en matière de goût. Fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines. Au programme, des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.